Bonjour à tous et bienvenue encore dans cette vidéo où nous allons voir comment un entrepreneur prépare sa nouvelle année. Vous savez, un entrepreneur ne se comporte pas comme tout le monde. Un entrepreneur ne fonctionne pas comme tout le monde. Un entrepreneur n'aborde pas la nouvelle année comme tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que vous devez faire pour vous garantir le succès durant la prochaine année. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, si vous vous positionnez comme un entrepreneur, comme un créateur de richesse, cette vidéo est à vous parce que vous allez apprendre qu'est-ce que vous devez effectivement faire pour vous assurer que l'année qui arrive est une année de gloire pour vous, c'est une année de succès, une année où vous allez doubler ou bien même tripler votre chiffre d'affaires, une année où vous allez expérimenter la progression, le succès, l'augmentation. Alors à tout à l'heure dans la vidéo. Alors là, déjà, vous devez savoir que les entrepreneurs qui se respectent font le bilan de leur année au mois de septembre. Et à partir de ce mois de septembre, ils commencent à prévoir la prochaine année. C'est pour cela qu'en janvier, en fait, déjà fin décembre, janvier, ils vous annoncent le programme de leurs activités. Ils vous disent avec les dates à l'appui, qu'est-ce qu'ils vont effectivement faire durant l'année qui arrive. Donc, vous aussi, vous devez pouvoir adopter ce genre d'habitude pour réussir, pour vous assurer le succès. Et je vais partager dans cette vidéo toutes les clés qui vous seront utiles. Si vous appliquez ces clés, je suis convaincue qu'en 2020, on aura effectivement des personnes qui sont quittées de zéro à héros. On aura effectivement des personnes selon le niveau qu'ils ont en ce moment, qui vont devenir des millionnaires. Bon, on aura d'autres qui vont se positionner quand même pour être sur le chemin des millionnaires, d'accord? Donc aujourd'hui, nous allons voir exactement sur quoi est-ce que vous devez travailler pour réussir l'année prochaine. Alors, la première des choses que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que une année qui est planifiée, c'est une année qui est réussie à 80%. Donc, vous devez apprendre à planifier votre année, mais vous n'allez pas planifier par hasard. Il y a les domaines précis que vous devez prendre en considération et des domaines que vous allez planifier. Je vais énumérer tous ces domaines-là. Le premier domaine, c'est au niveau de vos finances en tant qu'entrepreneur. Au niveau de vos finances, vous devez décider quel est le chiffre d'affaires que vous voulez avoir l'année prochaine. Je vais prendre un exemple. Si cette année, vous avez peut-être eu un chiffre d'affaires de 5 000 € par mois, l'année prochaine, vous devez décider, par exemple, de doubler ce chiffre d'affaires. De dire que chaque mois, moi, j'aurai plutôt 10 000 € ou bien même 15 000 €. Pourquoi? Parce que quand vous mettez la barre un peu plus haute, vous faites déjà travailler votre subconscient. Et rappelez-vous que, en ce qui concerne les neurones, c'est le subconscient qui agit dans votre vie à 90% par rapport au conscient même. Donc, vous devez prendre la peine de fixer vos objectifs extrêmement hauts pour que vous puissiez vous donner la peine d'aller chercher, même dans l'impossible s'il le faut, pour accomplir ces objectifs-là. Ne mettez pas la barre à un niveau raisonnable, mais allez encore plus haut que ça. Et vous allez voir, ça va élargir votre champ d'action, ça va repousser vos limites et ça va vous amener vraiment à vous transcender pour accomplir ces objectifs-là. Au niveau des finances aussi, vous devez aussi changer certaines habitudes parce qu'il y en a parmi vous, par exemple, vous n'avez pas de compte bancaire d'épargne. Vous êtes un entrepreneur, mais l'argent qui rentre dans votre compte bancaire, vous l'utilisez tout le temps. Vous devez savoir que dans vos revenus, vous devez toujours épargner un minimum de 20% de vos revenus. C'est un minimum. Il y en a qui vont jusqu'à 40% ou même 50%. Ça dépend. Mais moi, je dis 20%, 25% à tout casser pour être raisonnable. Parce que vous avez aussi d'autres choses que vous devez faire. Vous devez réinvestir votre argent dans votre business, par exemple. Mais vous devez quand même avoir ce compte d'épargne parce que ça va énormément vous aider. Vous savez, j'ai lu le livre L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone, qu'est-ce qu'il recommande? Il recommande d'avoir toujours dans son portefeuille une grosse somme d'argent. Alors, quand je dis grosse somme d'argent, ce n'est pas 1 000 €, d'accord? Mais d'avoir vraiment cette somme d'argent qui vous donne l'assurance, qui fait en sorte que quand vous sortez,
Vous êtes prêt à toutes les situations. Parce que l'argent représente le pouvoir. La personne qui a l'argent est à l'aise dans n'importe quelle condition. La personne qui a l'argent a le pouvoir de décider, a le pouvoir de choisir, a le pouvoir même de dire ce qu'il veut, devant qui il veut. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Alors, l'homme le plus riche de Babylone, du moins dans le livre de l'homme le plus riche de Babylone, il recommande d'avoir vraiment de l'argent. Et moi, la première fois que j'ai lu ce livre-là, mes revenus n'étaient pas encore très élevés. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je mettais 100 livres sterling dans mon portefeuille. Et je vous assure que la période où je pratiquais ça, ça m'a aidé à repousser mes limites et à me rendre compte que je peux avoir ces 100 livres sterling fois 10 dans mon portefeuille. Et ça a vraiment travaillé sur ma psychologie et je me suis rendu compte que j'ai décidé même d'avoir des projets encore plus hauts et je les ai réalisés, d'accord? Ça fait peut-être 2 ans aujourd'hui, je les ai réalisés. Donc, je vous recommande d'avoir ce compte d'épargne, d'appliquer aussi cette stratégie de l'homme le plus riche de Babylone si vous voulez. Et votre compte d'épargne, il y a aussi cette mauvaise habitude que les gens ont souvent dans leur compte d'épargne, d'aller piocher dans le compte d'épargne. Je vous en prie, voici une astuce que je vais vous donner. Ne prenez pas de carte bancaire pour votre compte d'épargne. Séparez votre compte bancaire avec votre compte personnel. Ne faites pas, si possible, même créer ce compte-là dans une autre banque et ne prenez pas une carte bancaire qui va vous permettre d'aller au distributeur automatique et de récupérer l'argent dans cette carte-là. Faites de telle sorte que les fonds même que vous mettez dans votre compte d'épargne soient bloqués. S'il faut transférer ces fonds-là ou bien les utiliser, vous êtes obligé d'aller au guichet. Alors, le temps d'aller au guichet, vous allez vraiment réfléchir et très souvent, vous allez abandonner le fait d'aller au guichet et vous allez garder votre argent. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir ce compte d'épargne. Pour les parents, je recommande aux parents, pour chaque enfant que vous avez, même si vous avez une équipe de foot chez vous, ouvrez un compte d'épargne pour ces enfants. C'est très important, vous savez. Quand je suis arrivée en Angleterre, à l'université où j'étais, il y avait plusieurs étudiants. Et lorsque je causais souvent avec ces étudiants, beaucoup parmi eux me disaient qu'ils ont des biens immobiliers à Londres, l'une des capitales la plus riches du monde. Ils disaient qu'ils avaient des biens immobiliers à Londres, ils allaient voir leurs locataires et tout. Et je les regardais, c'était des jeunes, on avait quoi, 20 ans, 23 ans à tout casser. C'était des jeunes. Et je leur demandais, mais comment à votre jeune âge, vous réussissez à avoir ces biens et tout? Vous vivez où? Ils vivent chez leurs parents. Et tous me disaient que ce sont leurs parents qui leur ont donné ces biens pour qu'ils commencent leur vie économique avec ces biens. Et ça m'avait beaucoup marqué, ça m'avait beaucoup parlé. Et j'avais compris que c'était des parents, effectivement, qui, dès le début de leur vie maritale, de leur vie avec leurs enfants, ils ont décidé d'avoir les bonnes habitudes. Ils ont ouvert un compte bancaire pour ces enfants qu'ils approvisionnaient peut-être chaque semaine, chaque mois. Et lorsque les enfants sont arrivés à l'âge adulte, il y avait assez d'argent dans ce compte bancaire pour financer leurs études ou bien pour financer leur première acquisition immobilière. Vous voyez, donc je vous encourage, il y en a qui vous ne connaissez pas cette stratégie ou bien vous n'êtes pas encore arrivé à la discipline de mettre sur pied cette stratégie. Pour chacun de vos enfants, je répète, pour chacun de vos enfants, assurez-vous d'ouvrir un compte bancaire. Même si vous mettez 10 € par mois dans ce compte bancaire-là, en fin d'année, vous aurez une certaine somme d'argent que vous n'aurez pas eu si vous n'avez pas pris la peine de faire cela, d'accord? Dans un pays comme le Canada, c'est très bien organisé et l'État encourage même les parents à le faire pour payer les études des enfants lorsqu'ils arrivent au secondaire, lorsqu'ils vont à l'université, par exemple. Donc, prenez la peine de vous informer si vous êtes dans ces pays ou bien dans d'autres pays d'Europe, auprès de votre banquier. Il sera très ravi de vous aider. Dans d'autres pays aussi européens, on parle de la première acquisition immobilière où vous pouvez faire mettre de l'argent dans un compte d'épargne. En Angleterre, on appelle ça Help to Buy, NSA. D'accord? Je me rappelle, une fois, je suis allée voir mon conseiller, à la banque et il m'a parlé de ça et je n'étais pas au courant. Et du coup, j'ai souscrit
à ça et au bout de 2 ans, mais j'avais beaucoup d'argent dans ce compte bancaire, d'accord? Et si je veux, je peux investir avec cet argent-là dans une acquisition immobilière en Angleterre. Ça, c'est si je veux, ce sont mes projets personnels. Mais juste pour vous dire que voilà des solutions qui existent dans certains pays, allez rencontrer votre banquier, demandez à avoir une séance de coaching avec votre conseiller à la banque. C'est gratuit. Généralement, les banques le font gratuitement. Ils vont vous donner des informations capitales qui vont vous aider à gagner de l'argent, à profiter des opportunités que le pays dans lequel vous êtes offre. Vous comprenez? C'est très important. Au niveau des finances aussi, vous allez apprendre à être discipliné dans vos finances l'année qui arrive. Il y a des dépenses que vous avez l'habitude de faire, que vous allez apprendre à cesser. Vous allez apprendre à lire votre relevé bancaire chaque mois. Ça, ce sont des conseils des entrepreneurs. Vous savez, il y a des dépenses qui se glissent dans votre compte bancaire que vous ne voyez même pas. Il y a des souscriptions que vous avez faites sur certains sites ou bien pour certaines choses qui vous prennent 10 euros chaque mois et ça passe inaperçu parce que c'est 10 euros. Mais au terme de 10 mois, ça fait 100 euros, d'accord? Si c'est 100 euros, vous les mettez tout simplement dans votre compte bancaire quelque part, compte d'épargne ou bien dans le compte de vos enfants. Vous voyez la différence que ça peut créer. Donc, chaque mois, prenez la peine d'imprimer votre relevé bancaire ou de demander à votre banque de vous envoyer la version papier de votre relevé bancaire par courrier à la maison et vous vous asseyez, vous analysez ce relevé bancaire pour voir où va votre argent. Vous serez choqué de voir, par exemple, combien vous dépensez pour le repas. Vous serez choqué de voir combien vous dépensez dans les factures. Il y en a parmi vous, vous payez même la connexion, vous payez les images à la télévision alors que toutes ces images-là sont disponibles sur YouTube. Ça ne vous sert à rien de payer, par exemple, pour l'accès à des images alors que vous pouvez tout simplement mettre votre Wi-Fi à la maison et avoir toutes ces informations sur YouTube. D'accord? Moi, par exemple, je ne paye pas ça. Lorsque j'ai besoin d'avoir une information, que ce soit dans une chaîne qui diffuse le journal, je mets sur YouTube parce qu'aujourd'hui, ils mettent tout sur YouTube. Si j'ai besoin de regarder, je ne sais pas, une information, je vais sur YouTube. De regarder une série, je vais sur YouTube. Encore que je ne suis pas trop télé, d'accord? Et ça, c'est le propre des entrepreneurs. On cherche l'information de qualité qui va nous aider à évoluer. Et voilà une petite astuce qui va effectivement faire la différence dans votre vie. On va évoluer parce que ce n'est pas le seul point. Je pourrais revenir peut-être plus tard. L'autre domaine où vous devez travailler, c'est au niveau de votre santé, d'accord? Il y en a parmi vous, vous devez perdre le poids pendant l'année qui arrive. Quelle est la stratégie que vous allez mettre sur pied pour effectivement perdre 5 kilos, 10 kilos? Si vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à monter les escaliers de votre maison sans beaucoup transpirer, déjà, sans beaucoup transpirer, c'est juste que vous avez besoin de perdre le poids. Si vous êtes quelqu'un qui utilise tout le temps sa voiture pour se déplacer, et voici la période de l'hiver, il y en a qui vont beaucoup utiliser leur voiture, sachez que vous devez vous inscrire à une salle de gym ou payer un appareil de gym à la maison pour ceux qui sont discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, laissez tomber. Donc, mettre cet appareil à la maison et faire les activités. Vous savez, ça ne sert à rien pour un entrepreneur de beaucoup travailler et d'aller dépenser cet argent à l'hôpital parce que sa santé n'est pas à point. Et j'aimerais parler ici aux entrepreneurs en ligne. Nous autres, on travaille beaucoup à la maison. On travaille beaucoup étant assis. Alors, un jour, quelqu'un m'avait demandé, entre la chaise, l'alcool, la cigarette, qu'est-ce qui tue le plus vite? Ça m'a fait réfléchir. Entre la chaise, l'alcool et la cigarette, qu'est-ce qui tue le plus vite? Et la personne a dit, c'est la chaise. C'est la chaise. Parce que la sédentarité vous fait prendre du poids, augmente le taux de cholestérol dans votre sang. En fait, tous les problèmes qui peuvent se causés dans votre organisme du fait de la sédentarité, vous êtes exposé à ces problèmes-là. Et c'est à vous de prendre les bonnes décisions pour préserver votre santé au risque d'aller dépenser tout
l'argent que vous avez gagné en étant un entrepreneur à l'hôpital pour vous soigner. Donc, prenez les bonnes habitudes, changez les mauvaises que vous avez déjà eu à accumuler. Ça prend 3 mois pour changer une mauvaise habitude, d'accord? Au niveau aussi de l'alimentation, il y a des aliments que vous allez préserver. Si vous avez déjà plus de 25 ans, diminuez la quantité de viande que vous consommez, diminuez la quantité de lait que vous consommez. Mangez plus les végétaux, plus les fruits. Il y en a même qui sont allés plus loin pour parler de l'alimentation selon le groupe sanguin. Faites des recherches par rapport à ça et tirez-vous votre propre opinion par rapport à ça. Mais vraiment, améliorez votre qualité de vie, marchez plus, sortez plus, prenez de l'air frais. Pour ceux qui sont en Afrique, sortez tôt le matin pour bénéficier des premiers rayons de soleil. C'est ça qui va vous permettre de transformer votre cholestérol en vitamine D. Ça aide énormément, d'accord? Alors, un autre point que vous devez absolument planifier pour réussir l'année prochaine, c'est au niveau de vos relations. Vous savez, un jour, un entrepreneur m'avait dit, tu sais, Matt, la force d'un entrepreneur, même s'il est bête, se trouve dans son carnet d'adresse. La force d'un entrepreneur, même s'il est bête, se trouve dans son carnet d'adresse. Quelle est la somme des 5 personnes qui vous entourent? Quelle est la qualité des personnes qui sont autour de vous? Quelle est la qualité des voix que vous écoutez régulièrement? Pour savoir ce que vous allez devenir dans 1 an, regardez avec qui est-ce que vous marchez aujourd'hui. Pour savoir quel est le chiffre d'affaires que vous aurez dans 1 an, regardez le chiffre d'affaires des personnes avec lesquelles vous marchez aujourd'hui. C'est pour cela que lorsqu'on m'a parlé de la conférence de Ricardo à Paris, j'ai dit même qu'il pleuve, vente, neige, je dois y aller. Parce que Ricardo nage dans les millions, sinon même les milliards en dollars américains. Et en étant dans un cercle comme celui-là, ça shift mon mindset. Ça m'amène à voir les choses comme eux. Ça m'amène à avoir les discussions de ce genre de personnes. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes qu'une personne qui cherche les allocations familiales. Ils n'ont pas les mêmes problèmes qu'une personne qui cherche 10 000 euros. Ils n'ont pas les mêmes problèmes qu'une personne qui cherche 100 000 euros par mois. D'accord? Et en étant avec ce genre de personnes, tu apprends à voir quels sont leurs centres d'intérêt. Comment est-ce qu'ils gèrent leur temps? Qu'est-ce qui leur rapporte effectivement de l'argent? Comment est-ce qu'ils parlent? Quel est le discours qu'ils mènent? Quelles sont leurs manières? Quelle est la perception? Quelle est la perception qu'ils ont des choses? Miles Monroe a dit une fois dans l'un de ses enseignements que tu es là où tu es aujourd'hui du fait de ta perception de la vie. Il y a des gens aujourd'hui, malgré le passeport Bordeaux que vous avez, malgré le passeport anglais, français, suisse, de tous les pays européens que vous avez, pour ceux qui sont en Amérique, pour ceux qui sont au Canada, tous ces passeports européens, tous ces passeports étrangers qui vous donnent des avantages, malgré ces passeports, vous misérez toujours dans le pays où vous êtes. Malgré ces passeports, vous n'arrivez même pas à sortir du pays dans lequel vous êtes. Une fois par an. Pourquoi? Du fait de votre perception. Il y en a qui arrivent en Europe et qui misèrent pendant plus de 10 ans. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils voient l'Europe comme un lieu où sévit le racisme. Ils voient l'Europe comme un lieu où le noir ne peut pas réussir. Ils voient l'Europe comme un lieu où on ne peut pas facilement devenir millionnaire quand on est noir. C'est ta perception. Dans le même Europe, il y en a qui prospèrent à tous égards. Est-ce que tu connais Gatwick Airport en Angleterre? C'est l'un des aéroports le plus réputé en Europe et l'un des plus grands aéroports de l'Angleterre après Heathrow. Lorsqu'on parle des aéroports, des grands aéroports internationaux en Angleterre, c'est premièrement Heathrow Airport et ensuite c'est Gatwick. Et tu sais qui a Gatwick Airport? C'est un Africain, un Nigérian, africain.
c'est lui qui a Gatwick. Comment est-ce qu'il a eu Gatwick? Il se trouve qu'il y a eu une période où il y avait la récession en Angleterre. Et Gatwick, en fait, c'était une entreprise parapublique. Et il voulait liquider l'entreprise. Et c'est ce monsieur qui avait ce qu'il fallait, le pouvoir financier qu'il avait, qui avait l'équipe et toutes les conditions étaient réunies pour lui. Et il a racheté Gatwick. Aujourd'hui, Gatwick est à ce monsieur. Il est noir comme moi, ou peut-être comme toi qui m'écoutes. Il vient de l'Afrique, du Nigeria. Et il possède l'un des aéroports le plus important en Europe. La chose qui te cloue où tu es, c'est ta perception des choses. La chose qui te cloue où tu es, c'est les personnes qui sont autour de toi et qui te transmettent une façon de voir. Quand j'arrivais en Angleterre, quelqu'un m'a dit quelque chose. Que Matt, la suite de tes 5 prochaines années en Angleterre dépend de la personne qui viendra te chercher à l'aéroport. J'ai dit, waouh, pourquoi? Elle m'a dit, parce que la personne qui viendra te chercher à l'aéroport en Angleterre va te transmettre une certaine façon de voir les choses en Angleterre. Si cette personne est waiter ou waitress ou serveuse dans un restaurant quelque part, elle va t'enseigner comment être serveuse dans un restaurant quelque part. Si cette personne travaille dans une banque, elle va t'enseigner comment faire pour travailler dans une banque en Angleterre. Et j'avais dit, waouh! Et qu'est-ce que je fais donc, puisque je n'avais pas cette information avant de venir en Angleterre, j'ai choisi n'importe qui. Qu'est-ce que je fais? J'ai compris qu'il y avait la deuxième option, de changer ton cercle d'amis. Quand j'ai commencé à côtoyer une certaine qualité de personnes, ces personnes m'ont enseigné de ne jamais toucher aux allocations familiales en Europe. Ces personnes m'ont enseigné que les allocations familiales étaient un piège en Europe. Elles m'ont pointé du doigt toutes les personnes qui étaient dans les allocations. Comment est-ce qu'elles finissaient leur vie dans la dépression, dans une petite maison que l'État leur a donnée, mais vraiment dans le strict minimum. Et on m'a demandé, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu as traversé tout ce que tu as traversé pour arriver en Europe et finir de cette façon? Et ta famille que tu as laissée en Afrique? Comment est-ce que tu pourras être un bread provider pour ces personnes? Comment est-ce que tu pourras être une bénédiction pour ces personnes en vivant sous les allocations familiales? Et ça a causé le shift dans ma vie. Il y a beaucoup parmi vous qui êtes en train de m'écouter. Vous allez devoir nettoyer votre cercle d'amis pour l'année qui est en train d'arriver. Vous allez devoir vous éloigner de certaines personnes pour votre succès. Et parmi vous, il y en a qui sont très sentimentalistes. C'est mon ami de longue date, je fais comment? Mais cet ami ne t'apporte pas de la valeur. Je ne te demande pas de ne plus jamais parler à cette personne, mais je te demande de faire la part des choses. Si cette personne te prenait 9 dixièmes de ton temps, cette personne doit maintenant te prendre juste 1 dixième de ton temps. Vous savez, quelqu'un m'avait dit un jour, Marthe, le succès, la réussite est égoïste. Lorsque tu échoues, tout le monde se moque de toi. On oublie les sacrifices que tu as faits pour les autres. On oublie qu'au lieu d'investir sur toi-même, tu prenais l'argent pour envoyer en Afrique. Tu prenais l'argent pour envoyer pour une personne qui n'a pas payé son loyer en Afrique et tu envoyais. Lorsque tu échoues, ce sont ces mêmes personnes que tu as aidées lorsqu'ils traversaient les moments difficiles qui vont te dire que depuis 10 ans que tu es en Europe, qu'est-ce que tu as réalisé? Tes égaux vont en Europe. Après 3 ans, ils construisent en Afrique. Ils achètent des voitures, ils font des choses. Mais toi, depuis 10 ans, qu'est-ce que tu as montré? Ce sont ces mêmes personnes qui te le diront en face pour les plus courageux ou bien derrière ton dos. Le succès est égoïste. Tu dois d'abord penser à ton succès. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le succès t'attire une multitude d'amis. Quand tu échoues, tu es seul. Tu as les railleries, les moqueries. Mais quand tu réussis, tu as beaucoup d'amis. Les gens viennent vers toi. Et tu dois choisir la bonne part. Tu dois choisir le succès. Et tout faire pendant cette année qui est en train d'arriver là pour réussir. Travaille ton cercle d'amis. Dans ton cercle d'amis, tu dois avoir 3 catégories de personnes. Tu dois avoir ces personnes que tu dépasses, qui te considèrent comme modèle, comme exemple. Mais ça doit être vraiment très minime. Vraiment, tu ne dois pas passer beaucoup de temps avec eux. Mais c'est eux qui doivent venir tirer de toi.
Tu dois avoir ces gens-là qui sont sur la même longueur d'onde que toi, à la même dimension que toi. Ce sont tes pairs. Ce sont, quand je dis pairs, c'est avec P-A-I-R-E-S. Voilà. Donc, ce sont les gens qui sont tes semblables. Ce sont des gens qui sont au même niveau que toi. Vous avez les mêmes problèmes, le même style de problème. Vous parlez le même langage. D'accord? Le troisième niveau, c'est quoi? Ce sont les personnes qui te dépassent. Et c'est avec eux que tu dois passer plus de temps. Ce sont des personnes avec qui, quand tu te retrouves en leur présence, tu es mal à l'aise parce qu'ils sont déjà à un autre niveau. Lorsqu'ils parlent, ils parlent des choses que, en fait, tu penses seulement à ça quand tu dors. Tellement c'est grand. Dernièrement encore, je discutais avec quelqu'un, mais la personne me parlait des jets privés. De comment est-ce qu'elle se déplace en jet privé. Moi, je suis même pas encore au niveau de la classe affaires que je peux m'offrir à chaque voyage que je fais. Mais la personne me parle de jet privé, son jet privé. Il y a d'autres qui réfléchissent comment est-ce qu'ils vont offrir des jets privés à d'autres personnes. Vous voyez la dimension? Ce n'est pas la même chose. C'est pas... Donc, quand tu es en présence de cette personne, tu es mal à l'aise. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que donne-toi un peu de temps. Après 3 ans, après 5 ans, tu seras à l'aise dans leur discours. Tu vas même leur apprendre des choses parce que tu auras été un bon élève et tu auras appris des choses. Tu sais, quelqu'un m'avait dit un jour que tu sens selon les personnes qui t'entourent. Les relations ont une odeur et ça déteint sur toi. Plus tu es avec une certaine qualité de personne, plus ton odeur même change. Je suis en train de... c'est un euphémisme pour dire que ta façon d'être, ta façon de réfléchir va changer. Donc, c'est tout à ton avantage d'appliquer ces stratégies et tu verras comment ça va énormément t'aider. Un autre domaine où tu dois planifier, c'est sur la famille. Quelle est la percée que tu aimerais avoir au niveau de ta famille? Je crois au succès à tous égards. Je crois que une personne qui réussit dans l'entrepreneuriat doit réussir dans tous les domaines de sa vie pour avoir l'équilibre. On a beaucoup d'entrepreneurs qui se cassent la tête, qui abandonnent même, alors que leur projet était très bien, l'entreprise marchait bien, mais qui abandonnent en cours de route tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre qui se trouve au niveau de leur famille. Toi, entrepreneur, c'est bien de te former beaucoup dans l'entrepreneuriat, par rapport à ta vision, mais prends la peine de te former également par rapport à ta relation de couple. Je suivais l'un de mes mentors un jour qui me disait que lorsqu'il s'est marié, il était très successful, les choses allaient vraiment bien dans sa vie, mais il s'était rendu compte qu'avec sa femme, ça n'allait pas. Il se disputait tout le temps, sa femme trouvait qu'il était très occupé, mais vraiment, ça n'allait pas. Et à un moment donné, il s'est dit, mais pourquoi ça ne va pas? Et on lui a fait comprendre que tu réussis dans le domaine où tu as de la connaissance. Écoute bien, tu réussis dans le domaine où tu as de la connaissance. A contrario, tu échoues dans le domaine où tu manques de connaissances. Alors, si tu es en train d'échouer au niveau de ta relation avec ton époux, ça veut dire qu'il te manque de connaissances. Il faut chercher de la connaissance à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait prendre le livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Je crois que vous connaissez un peu ce livre-là. Il a lu le livre. Quand il a lu le livre, il s'est rendu compte qu'il ne connaissait même pas sa femme. Il ne connaissait pas comment les femmes fonctionnent. Il a fait en sorte que sa femme lise le livre. Elle aussi, elle s'est rendue compte que, mais mon Dieu, les hommes, en fait, ils ont toute une façon de voir que les femmes n'ont pas. Et c'est ça qui les a aidés. Ils ont pris un mentor pour les aider dans leur vie de couple, pour les aider à comprendre certaines choses. Et ça s'est tellement amélioré, la situation s'est tellement améliorée. Les deux travaillent ensemble aujourd'hui. J'ai un autre exemple qui n'est pas très bien. C'est l'exemple d'un autre mentor que je connais qui, effectivement, s'est lancé dans les affaires. Il était très successful dans les affaires en Europe en plus, un noir en Europe qui réussit dans les affaires, qui passe sur les chaînes de télé internationales et tout. Mais il se trouve que pendant qu'il le faisait, sa femme de son côté se sentait lésée. Et plus elle se sentait lésée, plus ça portait atteinte à la relation. Et à la fin, leur relation s'est soldée par un divorce avec des enfants. Ils ont dû divorcer. Mais lui, quand il racontait l'histoire, il disait que c'est une situation qu'il aurait pu éviter. Et qui sait, peut-être il ira même encore réépouser sa femme parce qu'il s'aimait beaucoup. Il s'aimait, il s'entendait
Mais parce qu'ils n'avaient pas bien géré la relation en tant qu'entrepreneur, ils ont dû divorcer. Donc toi, pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas améliorer dans ta relation de couple? Quel est l'objectif que tu aimerais atteindre dans ta maison? Je vais parler maintenant aux femmes. Vous savez, je pense que les femmes ont un grand pouvoir lorsqu'il s'agit de l'évolution d'une maison. Il y en a parmi vous, les femmes. Vous devez abandonner la vision de carriériste. Parce qu'une femme carriériste ne pourra jamais atteindre une certaine dimension dans sa vie. Ne pourra jamais atteindre une certaine dimension de prospérité à tous égards dans sa vie. Une femme a besoin d'être présente dans sa maison. Elle doit savoir ce qui se passe dans sa maison, contrôler sa maison. Elle doit... En fait, quelqu'un m'avait dit, l'homme est la tête et la femme est le cou. C'est le cou qui donne la direction à la tête. Mais le cou doit savoir où on va. C'est toi, la femme, dans ta maison, qui va observer la vie de ton mari. Je vous donne des conseils comme ça. Tu vas regarder la vie de cet homme en 2019. Tu t'es rendu compte que les 3/4 de sa vie, de son temps, il est passé hors de la maison parce qu'il travaillait, parce qu'il voyageait beaucoup. Mais toi, tu as une vision pour ta maison. Tu sais que ta famille doit prospérer. Les enfants doivent être éduqués par leur père et leur mère, et non par la nounou, même en Europe. Vous devez être présent. C'est toi qui vas commencer à encourager ton époux à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Conseille-lui de regarder les chaînes comme Investir au pays, comme Florian Noncamp. Pourquoi? Parce que les hommes ont cette fierté-là qu'ils ne peuvent pas être enseignés par les femmes, mais plutôt par les hommes. Donc, les hommes comme lui vont tenir de certains langages qui vont affecter sa capacité à voir les choses comme un créateur de richesse. Et ça va beaucoup vous aider. Et pendant l'année 2020, tu travailles dessus. Tu l'amènes à avoir une vision entrepreneuriale. Tu l'amènes à écrire ses projets. Tu l'amènes à se battre pour voir ses projets arriver. Et toi-même, de ton côté, tu le décharges sur certaines choses qui prennent beaucoup son temps pour qu'il se consacre à ce genre de choses. S'il a un bon travail, un bon salaire, tu l'amènes à voir comment est-ce qu'il peut investir dans l'immobilier. Tu vois, voilà comment est-ce que tu dois réfléchir. Mais vraiment, tout ça, ça se passe dans la planification. Tu dois t'asseoir et réfléchir à tout cela. Alors, le dernier niveau où tu dois planifier en tant qu'entrepreneur, c'est au niveau spirituel. Vous savez, il y a une controverse à ce niveau. Il y en a qui pensent que, bon, voilà, lorsqu'on est dans les affaires, on doit être très carré, là, vraiment faire les choses de façon très objective et négliger certains aspects et tout. Mais personnellement, j'ai fait mon étude par rapport à ça et je me suis rendu compte que la majorité des successful people, des self-made, des personnes qui ont vraiment réussi dans les affaires, tous ont tenu compte de l'aspect spirituel. Ici, je parle de la spiritualité. Je ne te parle pas d'être chrétien, non. Je te parle d'être spirituel, d'accord? Tu dois avoir une relation avec ton Créateur. Tu dois tenir compte de la présence de ton Créateur dans ta vie. Si tu as vu le livre Le Secret, ou bien la vidéo du secret, le documentaire sur le secret, si tu as pousser la réflexion un peu loin par rapport au secret, tu vas te rendre compte que toutes les stratégies ou bien toutes les leçons qu'ils enseignent à travers le secret sont basées sur les lois de l'univers. Mais l'univers, là, ça a été créé par un créateur. C'est Dieu qui commande tout cela. Donc, il est avantageux pour toi de connaître quelles sont les lois divines, les lois spirituelles de succès. Je te garantis, tu es très important. Tu dois savoir quelles sont les lois spirituelles du succès. Est-ce que tu sais que la loi de redistribuer les 10% de ses revenus est une loi spirituelle? Et toutes les personnes successful appliquent cette loi. Prends Bill Gates. Bill Gates n'est pas chrétien, il est spirituel. Bill Gates, il applique cette loi. C'est pour cela qu'il investit énormément en Afrique. Il investit énormément chez des personnes défavorisées. Mark Zuckerberg, il applique cette loi. Toutes les personnes successful que tu vas rencontrer, si tu étudies leur biographie,
tu vas te rendre compte que ce sont des personnes qui appliquent certaines lois spirituelles pour réussir dans les affaires. On te parle par exemple de la méditation. Est-ce que tu connais le secret qui est caché dans la méditation? La méditation a ceci de particulier que ça te permet de développer tes neurones. Et il y a plusieurs types de neurones qui vont qui te permettent de capturer une vision et de faire rentrer cette vision dans ton esprit. Et parce que si tu parviens à capturer cela dans ton esprit, tu vas posséder cela dans ta main. C'est pour cela que beaucoup pratiquent la méditation. Beaucoup passent le temps à réfléchir. Tu sais, les millionnaires ou bien les milliardaires te disent qu'ils préfèrent déléguer les tâches et passer plus de temps à réfléchir, à concevoir et ensuite, ce qu'ils ont conçu, ils transmettent ça à d'autres personnes qu'ils vont appliquer. Mais comment est-ce qu'ils font pour avoir cette sagesse? C'est dans la méditation. D'accord? Donc, il est important pour toi de savoir effectivement comment est-ce que tu vas planifier cela par rapport à ta vie. Je suis consciente qu'il y a plusieurs personnes de spiritualité différentes qui sont sur cette chaîne. Je respecte cela. C'est votre droit le plus ultime. Mais je voulais juste vous donner cette astuce-là qui va vous aider énormément pour réussir pendant l'année 2020, l'année prochaine qui arrive. Vous devez aussi savoir gérer votre temps. Oui, vous devez, pour réussir l'année prochaine, vous allez apprendre à gérer votre temps. Vous savez, le riche et le pauvre ont tous 24 heures en une journée. Mais la différence entre le riche et le pauvre, c'est comment est-ce qu'ils utilisent ces 24 heures. Il y en a pendant ces 24 heures qui vont dormir jusqu'à 10 heures. You are going nowhere when you behave like that. Il y en a qui vont dormir de 20 heures à 10 heures du matin. Ce n'est pas possible. Il y en a qui vont passer 5 heures de temps devant Netflix. Il y en a qui vont passer tout leur vendredi dans les boîtes de nuit. Il y en a qui vont passer leur temps avec des relations, des amitiés qui ne leur apportent rien de bon. Il y en a qui vont passer la majorité de leur temps à critiquer les autres personnes, à mal parler des autres personnes. Il y a un penseur qui a dit que les petites personnes parlent des autres personnes et les grandes personnes, les grands esprits parlent des idées. C'est à toi de choisir où est-ce que tu veux être. Donc, il faut pouvoir savoir gérer ton temps de façon efficace et efficiente pour réussir l'année prochaine. Il y en a parmi vous, vous allez devoir limiter certaines activités que vous êtes en train de faire cette année pour pouvoir avoir plus de temps l'année prochaine. Vous allez apprendre à être discipliné dans votre gestion du temps. Vous devez avoir un emploi du temps de vos activités du lundi au moins jusqu'au samedi. Vous devez savoir exactement ce que vous faites le lundi au vendredi et les heures où vous faites ces choses-là. Vous savez, l'une des choses qui m'a propulsée en 2019, c'est l'emploi du temps. J'ai eu un mentor qui est venu, qui m'a fait asseoir et m'a dit « Matt, comment tu gères ton temps ?» J'étais incapable de dire ce que je fais. À l'époque, quand une amie allait m'appeler, « Oh Matt, il y a quelqu'un qui est venu à Montréal là, il faut qu'on aille voir la personne. » Mardi à 14 heures. J'allais dire, ok, je prends mes affaires et on se retrouve mardi à 14 heures. La personne m'a dit, Matt, si tu travaillais chez un employeur, est-ce que tu allais même avoir le courage de demander la permission à cet employeur pour aller rencontrer une personne qui est arrivée à Montréal mardi à 14 heures? J'ai dit non. Et la personne m'a dit, ton business est plus important que ce que tu fais chez l'employeur. La moindre des choses que tu devrais faire, c'est apprendre à respecter tes heures de travail et être discipliné. Depuis ce jour, je vous assure que j'ai fait mon emploi du temps, je respecte mon emploi du temps et du lundi au vendredi, je suis à mon bureau. Du lundi au vendredi, on ne peut pas, de 9 heures à 17 heures, ce sont mes heures de travail. Je ne peux pas laisser mon bureau n'importe comment. Il me faut vraiment une excuse de taille. Même ceux-là, même les clients qui veulent me rencontrer, je les programme pour samedi. D'accord? Et mon dimanche, il est sacré. Je ne travaille pas le dimanche, je ne réponds pas à WhatsApp le dimanche. Mon dimanche, il est pour la famille. Vous devez apprendre à respecter votre temps.
Il y en a parmi vous, vous devez améliorer vos conditions de travail. Achetez-vous un bureau en bonne et due forme. Beaucoup parmi vous, vous travaillez sur votre table à manger. La table à manger ne va pas beaucoup vous aider. Vous devez avoir un bureau qui va vous aider à travailler votre perception en tant que chef d'entreprise. Quand vous venez vous asseoir sur ce bureau le matin, vous savez que vous êtes au travail. Et vous devez vous lever de ce bureau pour votre pause de 30 minutes et revenir retravailler jusqu'aux heures où vous finissez votre travail. Ça va énormément vous aider. Vous devez apprendre à être discipliné lorsqu'il s'agit de votre temps. Vous n'allez jamais avoir des résultats, jamais être successful, jamais réussir si vous ne pouvez pas gérer ce genre de petites choses. Alors, si vous appliquez tous ces conseils à la lettre que je vous ai donnée, vous allez vous rendre compte que votre année 2020 sera une année glorieuse, sera une année sans précédent, sera une année où vous allez faire effectivement des exploits. Je vous en prie, prenez la peine d'avoir un cahier spécial pour la planification de 2020. Prenez ce cahier et vous notez tout ce que vous voulez accomplir en 2020 et quand est-ce que vous voulez accomplir. Un plan n'est un plan que lorsqu'il est écrit, que lorsqu'il a une date d'exécution et une date de fin de projet. Je vous en prie, 3 éléments. Le plan doit être écrit, ça doit avoir une date d'exécution et une date de fin de projet. Et cela vous permet effectivement de juger si oui ou non vous avez réussi ce que vous avez décidé de faire et si vous avez réussi cela de façon efficiente. D'accord? Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez effectivement écouté jusqu'à la fin, cela prouve même déjà que l'année prochaine sera une année glorieuse pour vous parce que vous recherchez la bonne information, vous recherchez la connaissance, vous recherchez le savoir. Je vous souhaite vraiment de bien vous préparer pour l'année 2020 et on se retrouve effectivement chez les millionnaires en 2020 du côté du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Et pour d'autres personnes, j'espère que je pourrai effectivement faire un tour pour vous voir ou alors payez tout simplement votre billet d'avion et venez lors des conférences que j'organise dans les pays que j'ai cités. Merci également de vous abonner sur cette chaîne des visionnaires, sur cette chaîne des millionnaires. Merci de laisser un commentaire gentil aussi pour m'encourager et encourager toute mon équipe et passer une très bonne soirée ou bien une très belle matinée et à très bientôt dans une autre vidéo.